Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle, ce mardi 8 mars, une émission spéciale consacrée à la Journée internationale des droits des femmes. Le métier de la mère est déterminant dans la réussite professionnelle de ses enfants, davantage que le métier du père, ce sont les chercheurs qui le disent. Favoriser la réussite des femmes, ce serait donc favoriser la réussite de tous. Catherine Ries, professeure d'économie et présidente de l'université, nous expliquera pourquoi. Et Frédéric Mouliava partagera avec nous son parcours, pas de ligne droite mais des zigzags pour cette ancienne institutrice passée par Sciences Po Toulouse avant de devenir directrice de cabinet du président du Congrès. Harcèlement sur le net ou diktat du corps parfait, les réseaux sociaux ne sont pas tendres avec les femmes, mais certaines ont décidé d'utiliser TikTok et Instagram pour rendre la monnaie de leur pièce à ces messieurs. Vous verrez que l'une d'entre elles s'est inspirée des animaux pour se défendre. Et à la fin de cette émission, l'artiste Chavi nous rejoindra. Il a écrit un texte spécialement pour cette émission consacrée à la journée des droits des femmes. Il dira tout haut ce que certains pensent tout bas. Ce sera la chronique Haut Parleur. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors les femmes font davantage d'études que les hommes, mais elles sont moins nombreuses aux postes à responsabilité et gagnent moins que leurs homologues masculins. Pourtant, la catégorie socio-professionnelle des femmes est déterminante dans la réussite des enfants. Alors, je vais adresser ma première question à Catherine Ries, professeure d'économie et présidente de l'université, pour nous aider à démêler ce petit paradoxe. Tout d'abord, l'influence du métier de la mère sur la réussite des enfants, c'est quelque chose qui a été prouvé. Oui, tout à fait. En fait, on est dans la société calédonienne, mais comme dans beaucoup de sociétés, dans une reproduction sociale où effectivement, on a encore un effet très fort de la situation des parents sur ce qu'on appelle la trajectoire scolaire de leurs enfants. Et des études ont montré, en comparant en fait la contribution de la catégorie socio-professionnelle du père et la catégorie socio-professionnelle de la mère, donc la contribution de ces deux facteurs à la réussite scolaire des enfants, que les deux avaient un rôle, mais que l'effet était beaucoup plus fort sur la catégorie socio-professionnelle des mères. Alors, juste catégorie socio-professionnelle, c'est le métier. C'est le métier, voilà, c'est qu'on regroupe en fait, voilà, selon différentes catégories. Il y a beaucoup d'explications à cela et je pense que la principale, c'est que c'est quand même encore très largement les femmes, les mamans qui ont la responsabilité ou la prise en charge, qui prennent en charge l'éducation de leurs enfants, qui les accompagnent au quotidien dès la petite enfance et dans la poursuite des études. Et donc, au-delà du fait de pouvoir transmettre ce qu'on sait déjà, la position sociale de la maman par son métier est aussi une sorte de modèle ou d'inspiration pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Et donc c'est en cela que c'est déterminant. Il y a un autre aspect qui est déterminant aussi, c'est la langue. La langue qui est parlée par la maman, on parle de langue maternelle, hein, c'est bien elle souvent qui transmet cette compétence-là. Et on sait que la maîtrise de la langue, ça conditionne beaucoup de choses dans la réussite scolaire. Alors tout à l'heure, vous parliez d'inspiration, justement, Frédéric Mouliava, votre parcours a de quoi inspirer vos enfants et même au-delà. Je vais essayer de le retracer en quelques mots. Vous avez d'abord été dans l'enseignement pendant 15 ans, institutrice, puis professeure des écoles, directrice d'établissement à Canala, comme on le voit sur cette photo, puis chargée d'études au vice-rectorat. En 2014, changement de direction, vous devenez directrice de cabinet de Pascal Sawa après son élection à la mairie de Wailou, votre commune d'origine. 3 ans plus tard, vous avez un déclic, vous vous dites l'expérience c'est bien, mais les diplômes c'est pas mal non plus. C'est ça? Jusqu'ici, j'ai... En tout cas, vous avez retracé mon parcours de manière assez fidèle. Effectivement, ce sont des zigzags, comme vous le disiez en introduction. Oui, les diplômes, c'est bien, mais c'est surtout l'engagement qui a été de plus en plus fort, en fait, hein, qui m'a poussée à sortir de ma zone de confort et puis à partir. Oui, alors justement, voilà, partir Wailou, c'est qu'une étape. Vous embarquez avec vos 2 enfants direction Toulouse à l'Institut d'études politiques via le programme Cadre Avenir. Vous resterez 3 ans en France et vous reviendrez au pays avec un master, un bac +5 en conseil et expertise en action publique. Et à votre retour en 2020, vous pensez préparer un concours de la fonction publique, mais la crise du Covid va changer vos plans, le concours est annulé. Nouveau rebondissement, vous intégrez le cabinet du président du Congrès, Roch Wamitan, avant de devenir sa directrice de cabinet 3 mois plus tard. Autrement dit, vous êtes l'interface entre le président du Congrès et l'administration, les élus. Est-ce que vous avez l'impression de déjouer les statistiques avec ce parcours ? Alors effectivement, au regard de ce que disait Madame Ries, on est d'accord sur le fait que mon poste, en tout cas mon profil,
a permis cette fois-ci de déjouer les statistiques. Mais bon, on est encore sous-représenté dans cette catégorie professionnelle. Hein. Madame Ries en parlait tout à l'heure. Effectivement, les femmes sont surreprésentées dans des catégories les moins rémunérées, les moins valorisées. Et oui, effectivement, pour vous répondre, je suis ravie de déjouer les statistiques. Et est-ce qu'il y a d'autres directrices de cabinet en Nouvelle-Calédonie? Alors, à ma connaissance, il y en aurait 2. Hein, je ne crois pas me tromper, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des provinces, au niveau des communes. Je n'en connais que 2. Voilà. Et est-ce que votre famille, qu'est-ce qu'elle pense de votre parcours aujourd'hui, en tout cas de là où vous êtes aujourd'hui? Alors, au moment où je suis partie pour effectuer ma formation, ma famille m'a regardé un petit peu avec des yeux d'inquiétude. Hein, forcément, il y avait beaucoup de craintes. Ils avaient peur que je prenne des risques parce que je partais avec mes enfants, justement, et que je prenne des risques que peut-être c'était pas nécessaire de partir. Voilà, j'avais une vie qui était confortable, et puis pourquoi je me lançais dans cette aventure où la part d'inconnu, elle était un petit peu trop importante. Aujourd'hui, ma famille m'a toujours soutenue, en tout cas, sur les choix que j'ai faits. Par contre, mon quotidien, ils ne le connaissent pas vraiment. C'est vrai que... Directrice de cabinet, ça leur parle pas? Ça leur parle pas du tout, c'est très abstrait. Souvent, des gens de ma famille pensent que je suis secrétaire, hein, non pas pour sous-estimer ce métier, pas du tout, mais parce que directrice de cabinet, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis même par rapport au diplôme et à la formation que je suis allée faire, il y a beaucoup de méconnaissances sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, vous avez conscience des responsabilités que vous avez ou le modèle que vous incarnez? Alors, on va dire que c'est pas vraiment... j'y pense pas tous les jours, hein, honnêtement. Je crois que le quotidien, voilà, on vit pleinement, on croque la vie à pleines dents. Et puis effectivement, des jeunes de ma famille m'ont souvent félicité. Moi, j'ai un neveu, par exemple, qui va passer sa thèse et qu'à un moment donné de son parcours scolaire, j'ai encouragé à continuer parce qu'il n'était plus certain de continuer. Ma fille également, je l'ai encouragée. Donc oui, nous sommes des modèles, mais c'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience en fait. Alors Catherine Ries, les femmes font plus d'études que les hommes, une tendance qui s'accentue depuis le début des années 2000 environ. Pourtant, elles sont encore minoritaires dans des postes à responsabilité. Oui, alors il y a effectivement une transition assez difficile, en tout cas bien plus difficile pour les filles que pour les garçons, de la réussite scolaire vers l'insertion professionnelle. Vous l'avez dit, Blandine, si les politiques éducatives jusqu'aux années 2000 s'intéressaient surtout à la place des filles, à vouloir prolonger la durée d'études des femmes, aujourd'hui on a des politiques publiques éducatives qui se mettent en place pour garder les garçons à l'école, parce qu'on a un très fort taux de décrochage scolaire des garçons, et la problématique est en quelque sorte inversée, même si elle n'est pas tout à fait la même. Et qu'est-ce qui fait que, bien qu'étant plus diplômées, les filles ont une insertion professionnelle qui est plus difficile, mais ça tient en grande part au choix d'orientation, de discipline, de domaine qui sont choisis par les garçons et par les filles. C'est vrai, vous l'avez souligné, hein, les filles sont bien souvent engagées dans des études, dans des formations qui amènent à des métiers qui sont soit moins rémunérés, soit pour lesquels il y a moins de perspectives, moins d'ouverture, qui sont parfois pas forcément valorisés dans notre société. On a quand même un grand conditionnement dans les études. C'est un cliché, mais ça existe encore aujourd'hui à la Nouvelle-Calédonie et ailleurs dans le monde, où on a une grande majorité de femmes en lettres et une grande majorité d'hommes en informatique, par exemple. D'ailleurs, dans le choix des métiers, je crois dans le top 5, c'est les femmes s'orientent plus facilement vers l'enseignement dans leur choix de... Ouais. Et ça, c'est aussi, ça fait partie des conditionnements sociaux. Hein. Effectivement, quand on a fait tout son cursus et que de la crèche à la fin de l'école primaire ou même du secondaire, ça a toujours été des maîtresses, des aides maternelles, etc. Un petit garçon a du mal à se projeter dans ces métiers-là. Et pour une fille, c'est un métier qui est tout à fait naturel. Donc c'est vrai que le modèle que vous pouvez représenter, le modèle qu'on peut donner en termes de représentation aux enfants est extrêmement important pour sortir de ces stéréotypes. Justement, vous, Frédéric, vous n'imaginiez pas dès le départ dire j'embarque pour un bac+5?
À l'époque, ça vous a pas du tout... Non, non, pas du tout. Vraiment, comme je le disais tout à l'heure, je suis partie avec mes enfants sous le bras et puis avec une envie d'apprendre, de poser, on va dire, des compétences ou des savoirs sur des choses qu'on apprend sur le tas, en fait. Voilà, donc non, je n'avais pas du tout l'idée de je vais revenir avec un bac+5. Au contraire, je suis partie un petit peu à l'aventure en prenant des risques bien sûr calculés, hein, parce que quand on est à des enfants sous sa responsabilité, on ne peut pas non plus prendre trop de risques. Mais c'est vrai que je n'avais pas forcément d'idée du métier que j'allais reprendre au retour de ma formation. Et vous aviez un modèle justement dans votre entourage, quelqu'un qui vous a dit, ou alors au moment où vous avez décidé de partir à Toulouse, c'était inspiré par quelqu'un ou pas? Finalement, vous n'avez pas eu ce modèle-là dans l'entourage? Comme je le disais tout à l'heure, c'est l'engagement en fait. Quand on part, et je pense que toutes les étudiantes du programme Cadre Avenir, lorsqu'elles décident de partir que ce soit en métropole ou peut-être au Canada pour s'engager sur des formations plus ou moins longues, c'est surtout par engagement pour le pays. On a envie d'être utile, on a envie d'être plus utile, et pour être plus utile, il faut être mieux armé. Donc voilà, c'est ça. C'est également montrer à mes enfants, leur faire partager une autre expérience, leur montrer que on peut partir, on peut aller découvrir le monde. Il y a plein de choses intéressantes à voir ailleurs. Et puis de partir, ça permet de mieux connaître son pays. Donc voilà, c'est toutes ces raisons qui ont fait que j'ai franchi le pas à l'époque. Alors, je vous propose de faire un petit pas de côté dans cette conversation pour nous tourner du côté des réseaux sociaux. Certaines influenceuses ont décidé de s'emparer de TikTok ou d'Instagram pour combattre le harcèlement et les injonctions au corps parfait qui inondent le net. Vanessa Kédé. Envoie une photo de toi avec un string. Goutte, goutte, goutte. Envoie une photo de toi qui porte un string. Putain, t'es conne ou quoi? Envoie une photo de toi où tu portes un string sur toi. Sur son compte TikTok, Aline Dessine, cette TikTokeuse répond avec humour aux messages des internautes qui lui envoient des messages à caractère sexuel ou la harcèlent en ligne. Comme ici, sur cette vidéo qui compte plus de 5000 commentaires. Aucune pudeur. Quoi, genre, moi je suis pas pudique? Mais n'importe quoi, mec, j'ai des pulls dans tous mes TikTok, qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est ouf comment mes abonnés me connaissent pas. Sarah, quant à elle, a développé une technique bien personnelle et visiblement très efficace pour faire fuir les hommes qui la harcèlent. Elle imite des cris d'animaux, puis partage ses vidéos sur son compte Instagram, Sarah la Sérieuse. Si les réseaux sociaux véhiculent souvent une image sexiste de la femme, ils peuvent aussi servir à diffuser d'autres modèles. Du haut de ses 62 ans, Caroline est mannequin en lingerie. Après une rupture d'anévrisme, elle décide de changer de vie et de se battre pour la visibilité des personnes plus âgées dans la société. Loin des corps parfaits et du jeunisme à l'œuvre dans la mode, elle montre que la beauté n'a pas d'âge. Avec près de 9 millions d'abonnés, Céleste Barber fait partie de ceux qui comptent sur Instagram. L'Australienne parodie les vidéos des mannequins et influenceuses pour se moquer des poses dictées par la mode des corps irréels ou des corps objets. Et ça fait du bien. Une réaction, mesdames? C'est drôle. Déjà, c'est quand même extrêmement drôle et c'est bien qu'elle puisse le prendre avec humour pour développer ça. C'est vrai que les dictates, ou en tout cas les façons dont on classe les femmes aujourd'hui sont encore beaucoup liées au physique. Mais pour les hommes aussi, hein, on est quand même dans une société où l'apparence compte énormément. Et c'est vrai que c'est chouette de voir ces exemples de contre-modèles, finalement. Voilà, ouais, où on peut s'affirmer autrement. Mais ça s'adresse, dans les reportages, c'est souvent pour éviter les harcèlements vis-à-vis des hommes. Et je crois qu'il y a aussi les femmes entre elles qui sont parfois partie, dures, voilà, et du fait d'entretenir en fait ces modèles, ces stéréotypes
stéréotypes dans lesquels on doit rester. C'est pour ça que Céleste Barber, elle nous fait du bien. Oui. Donc c'est à nous de nous emparer de ça aussi. Oui. Effectivement, il faut changer le comportement des hommes sur le regard physique de la femme, mais je pense qu'on peut y participer aussi. Par l'éducation notamment. Frédéric, vous avez 2 enfants, Oui, une c'est ça. grande fille de 21 ans et un garçon de 14 Mhm. ans. Est-ce que vous avez l'impression d'être un modèle, que votre parcours les a inspirés dans leur... Bon, ils sont encore jeunes, mais dans leur choix d'orientation? Oui, oui, certainement, oui. C'est vrai que pour raconter un petit peu l'histoire, pour que les personnes qui vont nous regarder puissent aussi s'identifier, hein, parce qu'on a une vie ordinaire. Hein, c'est pas parce qu'on est parti en métropole et qu'on est revenu, qu'on a fait des zigzags dans son parcours et puis qu'on est revenu avec un bac+5 que les choses, elles changent de manière fondamentale. Lorsqu'on est parti en métropole, ma fille a décroché, en fait. Les changements étaient peut-être trop brusques aussi. Et donc, elle a décroché, elle a arrêté l'école. Donc, pour répondre à votre question, depuis qu'on est revenu, et elle me voit, donc elle m'a vu prendre mon poste, elle me voit au quotidien, et ça l'a inspirée pour reprendre, pour se remotiver, pour se dire que tout est possible, qu'il n'y a pas d'âge pour repartir sur les bancs de l'école, et puis qu'il faut surtout ne jamais abandonner ses rêves. Donc, elle a repris aujourd'hui, moi je suis vraiment très contente pour elle, elle a repris une formation en cours du soir à l'université. Donc voilà, elle en est au début, on va dire, de sa reprise d'études, mais c'est en tout cas une grande victoire pour moi. Donc voilà, c'est un petit peu ma façon de répondre à votre question. Vous lui avez montré, c'est pas grave si la ligne n'est pas toute droite, ça marche aussi. Tout à fait, tout à fait. Les zigzags sont possibles. Et votre mon fille garçon, il est intéressé par la chose publique, et c'est vrai que des études en sciences politiques, ça l'intéresserait, parce que finalement, il a un petit peu baigné dedans pendant quelques années. Et puis c'est vrai que c'est une passion aussi, on en parle beaucoup, mes enfants sont très politisés. Donc voilà, on verra où ça amènera. Il est encore un peu jeune, mais on verra bien. Oui, 14 ans, il a encore C'est un peu de temps. Alors Catherine, vous-même, vous jouez un rôle de modèle, puisque vous êtes la première femme présidente de l'université de la Nouvelle-Calédonie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. Comment faire pour que vos étudiantes poursuivent au-delà des études et rejoignent des postes de cadre ou de profession intermédiaire? Alors, c'est une question qui est très vaste, hein, parce que ça concerne plusieurs aspects, et pas simplement ce qui se passe à l'université pendant leurs études, mais on peut déjà contribuer notamment à leur donner confiance en elles. Parce que comment on fait du coup? Eh bien, on les valorise, on leur donne la parole autant qu'on peut le donner à des garçons, on les encourage à être curieuses, on les encourage à sortir un peu de la boîte et du cadre formel, à prendre un peu des risques. Parce que c'est vrai, ce qui est quand même récompensé en termes d'insertion professionnelle, de progression de carrière, c'est le fait de pouvoir prendre des risques et d'avoir confiance en soi pour ça. Donc, ça fait partie de nos missions, hein, de former, de les accompagner pour ça. Après, une fois qu'elles sont insérées, la progression dans la carrière professionnelle, elle est dépendante de beaucoup de choses, mais elle est aussi dépendante beaucoup de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Et on sait que notamment la construction d'une famille, le fait d'avoir des enfants, a un impact très fort sur les carrières des femmes. Donc là aussi, des dispositifs qui permettent au niveau des entreprises, mais aussi au niveau social, au niveau public, au niveau de la société, de favoriser cette conciliation et la prise en charge par le papa, la maman, de la responsabilité des enfants, c'est des choses qui pourront aider. Et ça passe par on appelle ça des politiques familiales, des lois? Oui, tout à fait. Mise à disposition de crèches à des tarifs abordables, un congé parental qui peut devenir un congé paternité. Des environnements de travail qui sont family friendly, c'est-à-dire qu'on évite les réunions à 18h, parce qu'à 18h, une maman qui a des enfants, elle doit rentrer et elle ne peut pas participer à ces événements qui souvent sont des créneaux, il se passe dans ces créneaux-là, ces créneaux un peu morts ou cachés, beaucoup de choses qui vont favoriser la carrière et qui du coup excluent celles qui ne peuvent pas y participer. Donc c'est beaucoup de choses qui peuvent être mises en place et qui peuvent consolider la progression de la carrière des femmes. Et ici, on en est où finalement par rapport à la Calédonie? En Calédonie, est-ce qu'il y a des choses qui vous êtes consultés, vous, pour proposer des choses en comparaison avec ce qui peut se faire dans d'autres pays, par exemple? Alors on est consulté un petit peu, on est quelques collègues à l'université qui travaillons sur ces
question aussi bien d'un point de vue sociologique que d'un point de vue économique, donc on est consulté. Après, comme toujours, entre la consultation qu'on peut faire des chercheurs et la prise de décision, il y a toujours un gap, malheureusement. Mais j'espère qu'on peut y contribuer un peu quand même. Après, une façon d'évaluer où on en est, c'est de regarder les chiffres. Hein. Effectivement, quand on regarde les chiffres, on le répète souvent, on a une femme dans un gouvernement de 11 membres, on est quand même dans des situations et puis ça se catalyse aux plus hautes sphères de responsabilité, les femmes chefs d'entreprise, le nombre de femmes dans les conseils d'administration, etc. C'est quand même quelque chose on est encore loin de la parité, d'où, et puis moi c'est vrai que j'en suis une fervente, je défends ça de façon assez poussée, toutes les lois qui ont été mises en place de discrimination positive, et notamment la loi de la parité, c'est quelque chose qui nous fait gagner énormément de temps. Alors on dit qu'on pourrait faire sans ça, mais oui on peut, mais ça dure 150 ans de plus, quoi. Alors justement, on parle des lois, alors je vais me tourner vers vous avec les lois qui passent par le Congrès, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai que... Alors ce que je voudrais dire déjà, c'est que c'est intéressant d'avoir des données. Et Madame Ries disait que voilà, il y a des études. Est-ce que les chercheurs sont sollicités? D'après ce que j'entends, pas vraiment. Effectivement, c'est important de produire de la donnée pour pouvoir après définir des politiques qui soient adaptées, plutôt que de passer des années à faire des constats, et souvent on fait les mêmes constats exactement. Par rapport, donc il y a un projet de loi de pays qui est sur le bureau du Congrès depuis l'an dernier, depuis mai 2021. Il me semble, alors sauf erreur, il me semble que c'est la première fois qu'on ait un projet de texte qui concerne l'égalité professionnelle homme-femme. Et ce projet de loi, il concerne surtout le secteur privé. Et en parallèle de cela, un conseiller du Congrès a déposé une proposition de loi de pays sur l'égalité professionnelle et l'équité. Donc, avec, on va dire, quelque chose de plus important, parce que ça toucherait également le secteur public, et ça ne serait pas concentré, les mesures ne seraient pas concentrées que sur des entreprises de plus de 50 salariés, mais également sur des petites et moyennes entreprises. Donc voilà, aujourd'hui les textes sont sur le bureau du Congrès et ils pourraient en tout cas être examinés et adoptés dans les prochaines semaines, en tout cas on l'espère. Merci Frédéric. Merci beaucoup Catherine Ries aussi d'avoir répondu à nos questions. Vous allez laisser votre place à Chavie dans quelques minutes parce que vous l'avez compris, l'égalité homme-femme ne concerne pas que les femmes mais aussi les hommes. C'est la chronique Haut-Parleur. Chavie, bonsoir. Bonsoir. Tu es auteur-rappeur. Chaque mois, tu viendras partager avec nous ton regard sur notre société. Et ce soir, tu as écrit un texte sur notre sujet du jour, l'égalité homme-femme. Voilà, pour représenter les hommes qui sont derrière leur poste de télé. Allons-y tous ensemble, ce sera ma première chronique ici. Et c'était pas facile pour moi, l'enfant élevé par un papa macho, à l'heure où les fémènes s'acharnent. Et où mes frères qui accouchent nos épouses se font appeler sages-femmes. Maison, automobile, bateau, informatique, non. Les femmes, elles déboursent ailleurs. Et j'en place une pour les plus courageux des mâles, les débroussailleurs. Ceux qui sont au bord de nos routes, il fait méga chaud, ils ont de l'herbe partout, bravo les gars. Il y a quelques femmes quand même qui font ce métier, il faut le noter. Alors oui, aux hommes, à nos excuses et nos mythos improvisés, à notre non-participation au JO en natation synchronisée, vous pouvez vérifier. Nous qui sommes accusés souvent de se complaire dans l'abus, nous qui rêvons du jour où une femme nous sifflera dans la rue. N'hésitez pas, les filles. Le garçon veut se faire oublier, alors que la femme, elle est satisfaite quand elle sert. À toutes nos mams, femmes de ménage, manutentionnaires, caissières ou journalistes. Certaines connaissent la vie chère avec des salaires en deçà. Oui, on dit sage-femme, c'est vrai, mais on dit toujours médecin. Un curé, un rabbin, un imam, un pasteur, le fils de Dieu. Où sont les femmes? Elon Musk, Jeff Bezos, les nouveaux dieux. Où sont les femmes, je le répète, dans ce monde où tout est en réseau? Nous qui nous affolons quand leurs sourcils sont français, et encore et toujours des présidents français. Waouh, j'ai la technique. Voilà, une chanson très à la mode. Pour le coup, il est grand temps que les femmes puissent actionner tous les leviers et se défaire de la position de la femelle du lévrier. Dominique, Camille, Frédéric, on y était presque, sont à peu près les seuls à vraiment tomber d'accord. La différence entre nous est loin de n'être que celle d'un corps. Merci. Merci Chavie pour ce texte écrit spécialement pour cette émission. Ça vous parle, Frédéric? Oui, ça me parle, c'est très beau, Chavie. J'ai retenu une phrase, il est temps que les femmes actionnent tous les leviers. Ouais, grave.
Il y en a plein des leviers qui peuvent... Bon, c'est parti. Merci Frédéric Mouliava d'avoir partagé votre Merci expérience avec nous. Merci Chavi pour Merci. cette première. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Restez sur Calédonia. À suivre à 19h55 le magazine Zone Interdite consacré à la maladie d'Alzheimer. Bonne soirée sur Calédonia.